Bien, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 21e webinaire pandémie Covid. C'est le 21e depuis janvier 2020. Le temps passe et nous sommes toujours là pour le même sujet. Je dois d'abord excuser le professeur Yves Tremblay parce qu'il a été retenu à la dernière minute à Québec et donc il ne pourra pas se joindre à nous, tout au moins au début. Nous espérons de l'avoir en cours de réunion. Et nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui le professeur Agnès Hamzaoui de l'hôpital Mami, faculté de médecine, Université de Tunis, Tunisie. Euh, Agnès est chef de service de pneumologie à l'hôpital Ariana. Elle est présidente de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, la STMRA, et nous sommes très heureux de t'accueillir, Agnès, pour que tu nous parles de la Covid-19, pneumonie ou maladie systémique. Alors, c'est j'allais dire, un vieux sujet, un sujet dont on débat depuis 2 ans maintenant, bientôt. Mais c'est bon de revenir à la clinique parce qu'on parle beaucoup d'épidémiologie, d'évolution de la pandémie, mais il n'empêche que des gens comme toi sont au lit du malade tous les jours et il faut prendre en charge ces patients. Et la prise en charge a tout de même beaucoup évolué depuis 2 ans. Alors, on est heureux de t'accueillir parce que comment dire, c'est un sujet direct. Est-ce qu'on soigne une pneumonie ou est-ce qu'on soigne une maladie systémique? Donc, il faut d'abord savoir à quoi on a affaire et je pense que tu vas nous éclairer. Agnès, nous te laissons la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne. Je voulais juste dire que je suis encore présidente de la Société de pneumologie pour 3 jours parce que nous avons eu les élections et que D'accord. le nouveau bureau se réunit mardi prochain avec un nouveau président. Mais c'est vrai OK, que jusqu'à mardi prochain, techniquement, c'est c'est encore exact. moi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité pour vous parler de clinique, mais aussi, vous verrez, beaucoup de pathogénie. Donc, la question est toujours posée parce que plusieurs personnes ont essayé de s'approprier la maladie ou en tout cas de prendre le leadership de la communication. Et en fait, c'est surtout, en tout cas chez nous, ce sont essentiellement les pneumologues et les réanimateurs, les infectiologues qui ont pris le leadership, en tout cas sur le terrain. J'imagine que dans beaucoup de pays, ça a été le cas avec les médecins généralistes. Donc, pour m'appuyer sur des faits, je vous présente le cas d'un monsieur qui est âgé de 55 ans, donc c'est Ali, qui n'est pas notre c'est Ali, je précise tout de suite, et qui est hospitalisé parce qu'il a une toux, une fièvre à 39,8, une dyspnée. Il est hypoxique en air ambiant à 88%. Et comme il avait une PCR Covid-19 positive, on a posé le diagnostic de pneumonie à Covid-19 avec à l'imagerie, comme attendu, des opacités parenchymateuses multiples, du verre dépoli, des condensations. Donc, on est tout à fait dans le cadre d'une pneumonie, comme nous en avons l'habitude. Mais, à côté, il avait d'autres manifestations. Il avait des troubles digestifs, type de nausées, il avait des vomissements, une diarrhée, il avait une anosmie et une agueusie, il avait mal à la tête, il était bradycarde avec une hypotension et sur le plan biologique, il avait beaucoup de perturbations avec une lymphopénie, une polynucléose neutrophile, une hyponatrémie, une élévation des LDH, une cholestase biologique et une créatinine qui était élevée. Nous l'avons soigné comme une pneumonie hypoxémiante à Covid, c'est-à-dire qu'en fait, il a eu essentiellement un traitement symptomatique, de l'oxygène et une corticothérapie. Heureusement, ça a bien évolué, il est sorti au bout de 8 jours et à sa sortie, nous étions contents, mais il est revenu 3 jours plus tard parce qu'il avait des difficultés à la marche. Et quand on l'a examiné, en fait, il avait des lésions cutanées des orteils qui l'empêchaient de marcher. Et ces lésions cutanées évoquaient des engelures, alors qu'on n'était pas du tout en hiver. Donc, quand on regarde cette atteinte de multiples organes, on est dans le cadre de ce qu'on appelle une maladie de système. Et il y avait une perturbation du système immunitaire. Ces complications multi-organiques
sont fréquentes. Les complications aiguës qu'on a identifiées chez nos patients, donc là, ce sont nos patients, on avait 500 patients qui ont été tous hospitalisés dans une forme sévère avec une insuffisance respiratoire aiguë, puisqu'ils étaient tous hypoxiques. Eh bien, ils avaient dans, disons, en moyenne 10% des cas, au moins une complication additionnelle. Ils avaient des complications cardiaques, cardiovasculaires, ils avaient des complications thrombotiques, ils avaient des complications pleuropulmonaires additionnelles, là aussi dans moins 5 à 10% des cas, et puis ils avaient des complications neuropsychiatriques qui nous ont posé de gros soucis. Sur le plan biologique, il y avait une insuffisance rénale dans 46% des cas, donc ce qui est quand même très important, et puis des complications métaboliques. Et la fréquence de ces complications diverses est retrouvée dans la littérature, puisque là, c'est une série italienne où il y avait là aussi autour de 5 à 10% de complications, des différents types de complications neuropsychiatriques, cardiaques ou thrombotiques. Quand on regarde en détail ces complications aiguës, eh bien, il y avait sur le plan pulmonaire quelques pneumothorax, pneumomédiastins, mais sur le plan thrombotique, il y avait des embolies pulmonaires, des ischémies des membres, des accidents vasculaires cérébraux, des phlébites. Sur le plan cardiaque, une insuffisance cardiaque, des troubles du rythme type de BAV ou de bradycardie, des péricardites. Sur le plan neuropsychiatrique, il y avait une agitation, mais aussi des hallucinations. L'insuffisance rénale, on en a déjà parlé. Et sur le plan métabolique, on a eu fréquemment une cytolyse hépatique, une rhabdomyolyse ou une acétocétose, puisque le diabète était quand même assez fréquent. Donc, ce sont vraiment des atteintes qui évoquent plutôt une atteinte de l'organisme dans son ensemble que de se dire c'est juste une pneumonie. Dans les manifestations vasculaires, il y avait certainement une part de manifestations dues à des anomalies sanguines, puisqu'on a vu beaucoup de thrombocytopénie, des augmentations massives des dédimères, et on n'a jamais vu de dédimères aussi élevés, on en a vu jusqu'à 30 000, 40 000, des anomalies de la coagulation avec souvent un allongement du temps de prothrombine, par exemple, et ça pouvait aller jusqu'à des CIVD. Et puis, d'un autre côté, on a aussi vu beaucoup d'anémies. Il y avait des anémies inflammatoires, des anémies par saignement, mais aussi des anémies hémolytiques qui étaient extrêmement inquiétantes. Donc, comment est-ce qu'on peut se dire qu'on passe du stade de pneumonie à un stade de maladie qui prend tout l'organisme? Au départ, on est d'accord que tout le monde pensait qu'on ne s'infectait que par voie aérienne, mais déjà quand on s'infecte par voie aérienne, on va avoir notre petit virus qui va adhérer au niveau des pneumocytes 2, qui va être pris par ces cellules et ça va induire une destruction de ces cellules. Mais ces cellules, en étant infectées, elles vont provoquer un recrutement de cellules inflammatoires, au premier lieu l'immunité innée, bien sûr, les macrophages alvéolaires, les neutrophiles, qui eux-mêmes étant surexcités vont aggraver les lésions au niveau des pneumocytes, et donc on va détruire l'épithélium alvéolaire, qui va faire qu'on va mettre à nu l'endothélium et donc les vaisseaux, et on va avoir une perméabilité vasculaire qui va être élevée, et on va avoir un recrutement de plus en plus important de cellules inflammatoires. Ces cellules inflammatoires vont faire qu'il va y avoir tellement de lésions qu'on va avoir de l'œdème alvéolaire, une hypoxie, et on va rentrer dans cette forme gravissime. Mais cette forme grave, elle est associée en fait à une activation secondaire de tout le système immunitaire. On va avoir aussi un recrutement des cellules immunitaires du système adaptatif petit à petit, et on va aboutir à une inflammation majeure qui va provoquer un taux de cytokine très important, que ce soit dans la circulation ou au milieu des alvéoles pulmonaires, et on va aboutir à ce qu'on appelle cette tempête cytokinique ou cette aggravation majeure à cause de l'activation macrophagique, et on va aboutir à une diffusion
de ces lésions bien au-delà des poumons. On va avoir en parallèle l'activation de la thrombine quand on a une atteinte vasculaire et l'endothélium mis à nu qui va faire qu'on va en même temps avoir une infection des cellules endothéliales qui vont participer aux phénomènes généraux. Et puis, par rapport aux poumons, n'oublions pas que nous aussi, nous pouvons être agressifs puisqu'on a mis ces patients non seulement sous ventilation mécanique, c'est pour ça qu'on a beaucoup reculé le moment désormais de ventiler ces patients parce que le stress mécanique était quelque chose de très agressif et de très toxique pour les poumons, mais aussi on leur a mis de l'oxygène à fort débit puisque c'était des patients qui avaient une hypoxie sévère et par la génération des radicaux libres de l'oxygène, ça a fait que aggraver les lésions pulmonaires. Donc, la pneumonie en elle-même déjà explique le phénomène de diffusion de cette inflammation. Comment est-ce qu'on explique les lésions cellulaires qui sont liées au Covid-19? Eh bien, on sait bien ce qui se passe à l'extérieur de la cellule, ce qui se passe à l'intérieur, on le connaît moins bien. Mais disons qu'on va s'intéresser à l'entrée de la cellule déjà. Tout le monde sait désormais que la principale porte d'entrée, c'est le récepteur ACE2, donc le récepteur pour l'enzyme de conversion de l'angiotensine, qui est exprimé par de nombreuses cellules de notre organisme au niveau de la surface. Mais pour que le virus puisse entrer, en fait, il faut qu'il y ait une autre molécule qui soit exprimée, qui est une enzyme qui va faire que, donc qui est la TMPSSR2, qui va faire que quand le virus, par la protéine spike, va s'accrocher au récepteur de la CE2, il va falloir qu'il y ait une coupure qui se fait au niveau de la protéine, et c'est la TMPSSR2 qui fait que ça coupe et qui fait que le virus va pouvoir se coller à la membrane. On va avoir la membrane virale et la membrane cellulaire qui vont fusionner entre elles. Et à ce moment-là, le virus va pouvoir faire entrer son ARN dans le cytoplasme cellulaire et provoquer sa multiplication. Alors, ce que je vous raconte après est moins sûr, mais c'est l'hypothèse la plus forte, c'est que l'ARN viral va se mettre à être décodé au niveau des ribosomes et il va dévier toute la machinerie cellulaire à son profit. On va arrêter de fabriquer ce dont on a besoin et de lire notre propre ARN et au contraire, on va se mettre à fabriquer de l'ARN, de lire et fabriquer de l'ARN viral et des protéines virales. Et ça va se passer au niveau de l'endothélium, du réticulum endoplasmique. Donc, le réticulum endoplasmique qui va être modifié, qui va être globuleux, c'est ce qu'on a observé en microscopie électronique, et qui va se mettre à produire et à produire encore de l'ARN viral. Ensuite, ce virus pourrait, avec ses protéines, sortir directement par des vésicules à travers le cytoplasme, mais en fait, il va plutôt sortir par l'appareil de Golgi en formant des vésicules particulières qui seront prêtes à larguer des virus très efficaces. Pourquoi? Parce que quand il sort par le Golgi, donc on a l'ARN, on a la protéine spike, mais non seulement cette protéine spike, elle est tout autour du virus, mais en plus, elle va être préparée par une enzyme qui est dans la vésicule du Golgi, qui est la furine, et qui va décaper un petit peu cette protéine spike de façon à ce qu'elle soit prête tout de suite à de nouveau infecter d'autres cellules. Donc, on va avoir une sorte de préparation du virus à l'infection dans les vésicules du Golgi. Et donc, après, on va avoir cette vésicule qui va aller au niveau de la membrane cellulaire, elle va fusionner et elle va relarguer le virus qui va se détacher tout de suite. Donc, on voit comment ce virus va détourner toute la machinerie cellulaire, non seulement pour se reproduire, mais en plus pour se reproduire de façon efficace et de pouvoir être tout de suite prêt à infecter les cellules avoisinantes.
quand ces cellules vont être infectées, non seulement le virus va les utiliser, mais en plus, il va faire en sorte que ces cellules vont vivre suffisamment longtemps pour pouvoir continuer à fabriquer des virions en quantité. Donc, la spike qui est à la surface de la membrane cellulaire va induire la production d'une couche lipidique autour de la cellule qui va la protéger du système immunitaire. Et on va avoir une fusion de la cellule infectée avec les cellules voisines qui expriment elles aussi la CE2. Et donc, on va se retrouver avec des cellules géantes, comme celles qu'on voit dans la tuberculose. Et ces cellules géantes, elles vont être suffisamment grandes, et on voit ici une image de cellules géantes, on voit ces noyaux bleus, la protéine spike en vert à la surface et le cytosquelette qui les entoure. Donc, ces grandes cellules, elles sont autosuffisantes, elles sont protégées et elles peuvent continuer à fabriquer des virions en quantité et en quantité. Et elles échappent au système immunitaire non seulement parce qu'elles sont protégées par la couche lipidique, mais aussi parce qu'elles vont englober des lymphocytes qui vont aussi adhérer, elles vont fusionner avec des lymphocytes et donc elles vont au contraire détourner le système immunitaire en leur faveur. Donc c'est vraiment un mécanisme assez intriguant et assez impressionnant qui est mis en place par ce virus pour continuer à survivre et à se multiplier. On pensait au départ donc que le virus entrait essentiellement au niveau du système respiratoire. Mais en fait, on s'est aperçu que la CE2 et la molécule appariée qui est le TMPRSS2, on doit avoir les deux, sinon ça ne peut pas fonctionner, elles sont exprimées non seulement au niveau des voies respiratoires, mais aussi au niveau du tube digestif. Et c'est un marquage qui montre ici qu'on va avoir cet ACE2 partout au niveau du tube digestif à des degrés différents, beaucoup au niveau de l'œsophage, beaucoup au niveau de l'iléon et du côlon. Et donc, on peut tout à fait imaginer qu'on va avoir aussi une entrée du virus par le tube digestif. La CE2, il est aussi exprimé au niveau des cellules endothéliales qui, elles, ne sont pas en contact avec l'extérieur, contrairement aux poumons et au tube digestif. Mais on a vu tout à l'heure que quand il y avait une destruction de la barrière alvéolaire, elles étaient mises à nu. Et donc là aussi, le virus peut entrer, peut infecter la cellule qui, elle-même, va provoquer par la production de médiateurs de l'inflammation tout un dysfonctionnement de l'endothélium et qui va participer là aussi à toutes les anomalies. Donc, on va avoir les phénomènes de thrombose qui vont apparaître avec les agrégations plaquettaires sur cet endothélium qui est en mauvais état. On va avoir une endocytose du récepteur ACE2, donc on va perdre la régulation du tonus vasculaire et donc on va avoir des vasoconstrictions. Et puis, on va avoir une participation de cet endothélium par les médiateurs de l'inflammation à la tempête cytokinique. Donc, tout ça, ça fait qu'on va avoir plusieurs portes d'entrée, plusieurs types de cellules qui vont être infectées. Donc, ça n'est plus du tout juste les cellules respiratoires. On est vraiment là dans le cadre de le système de cellules qui expriment la CE2. Et comme on l'a vu, en face de ces cellules qui expriment la CE2, on a le système immunitaire qui lui aussi va être très perturbé et donc qui va être responsable de nombreuses anomalies. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme on l'a vu, tout ce qui se passe au niveau de la cellule infectée va activer le système inflammatoire. On va avoir une libération d'interleukine 1 et d'interleukine 18 qui vont provoquer au niveau des macrophages, des cellules myéloïdes, la production d'interleukine 12 et d'interleukine 6. Et je vous rappelle qu'on a beaucoup utilisé les anti-IL6 dans les formes sévères de la maladie. Et donc, on va rentrer là aussi dans cette perturbation du système immunitaire qui va perdre essentiellement ses freins. Le problème aussi, c'est qu'on a une particularité par rapport à ce virus qui est qu'il a
capacité, la compétence de bloquer la production d'interférons alpha. L'interféron alpha de type 1, c'est la principale molécule antivirale, la première molécule antivirale de notre organisme. Et habituellement, on a une production parallèle de virus et d'interférons alpha jusqu'à ce que l'interféron alpha puisse bloquer le virus. Or, ce qui s'est passé et ce qui se passe avec le SARS, c'est qu'il bloque la production d'interférons alpha, donc il va faciliter cette réplication virale et cette dysimmunité. Et ce qui est de plus particulier, c'est qu'on a identifié des anomalies qui n'avaient jamais fait parler d'elles auparavant chez des sujets qui avaient l'air absolument sains et qui sont les anomalies de l'interféron alpha. Je vous rappelle que au premier été, donc à l'été 2020, on avait remarqué qu'il y avait des hommes jeunes sans aucune comorbidité, des hommes d'une vingtaine d'années, et qui mouraient du Covid extrêmement rapidement. Et on s'était aperçu que ces personnes avaient un déficit, en fait, congénital de production d'interférons alpha qui ne s'était jamais manifesté, qui ne se serait probablement plus manifesté après, mais qui était flagrant avec le Covid, puisque le SARS bloque lui-même la production d'interférons. Et on s'est aperçu, en faisant des études plus poussées sur les malades critiques, qu'en fait, les malades sévères critiques avaient une production particulière d'anticorps anti-interférons alpha. Donc, ces auto-anticorps qui, en fait, sont là aussi préexistants comme l'anomalie de production d'interférons alpha, mais qui ne sont pas du tout manifestes dans la vie habituelle, ces auto-anticorps vont bloquer l'interféron alpha, vont l'empêcher d'agir et vont favoriser la multiplication des virus. Donc là aussi, ce qui est curieux, c'est qu'il y a des anomalies du système immunitaire qui ne font jamais parler d'elles et qui sont dévoilées par l'infection, par le SARS-CoV-2. Cette dérégulation immunitaire associée au risque critique, on va la voir aussi sur d'autres médiateurs, puisque là, vous voyez que dans les formes critiques, de façon évidente, on va avoir une augmentation de la charge virale, on va avoir une CRP qui va être très élevée, on va avoir de l'interleukine 6 et de l'interleukine 8 en grande quantité, mais aussi, on va avoir dans ces formes les plus méchantes une baisse de la production d'IgM et d'IgG par rapport aux témoins ou par rapport aux formes sévères. Donc, on va avoir une diminution de la production d'immunoglobulines et donc des phénomènes de protection. Donc, au bout du compte, qu'est-ce qu'on a? On a une réponse immunitaire qui est excessive, mais qui est aberrante et qui est inefficace dans ces formes sévères. Et c'est ce qu'on a remarqué, on a énormément de neutrophiles, ce qui était quand même surprenant pour nous au début, en tout cas dans ces maladies virales, avec une baisse des lymphocytes, probablement par séquestration des lymphocytes dans les sites infectés. On va avoir une baisse de la régulation, on voit qu'on a très peu de lymphocytes T régulateurs, et donc on va pouvoir produire des cytokines même à un niveau toxique sans avoir de système de frein. Donc, on va avoir des cellules T effectrices hyperactives qui vont s'épuiser. On va avoir cette tempête cytokinique qui va être agressive par rapport à l'organisme. Et donc, au bout du compte, on va avoir un système immunitaire hyperactif, épuisé, non fonctionnel. Et c'est peut-être à ce niveau-là, en fait, qu'on est dans le cadre d'une maladie de système, puisque ça serait une maladie du système immunitaire. Est-ce que la clinique correspond à ce qui est décrit sur le plan immunitaire? Tout à fait. On sait que dans les formes critiques, on a deux gros facteurs de risque qui sont l'âge et l'obésité. Eh bien, l'âge et l'obésité sont deux circonstances qui sont associées à une augmentation de la production d'IL-6, d'IL-12, d'IL-1, une augmentation de la présence de l'inflammasome, donc du NLRP3, et par contre, ces deux conditions sont associées à une baisse de l'interféron alpha et une baisse de la population TH2.
Pour revenir à des choses qu'on a discutées il y a 2 ou 3 ans et qui sont les interactions entre le microbiote et l'organisme, vous rappelez que notre organisme est plein de bactéries et de champignons commensaux qui vivent à l'intérieur de nous en bonne entente, puisqu'ils nous permettent de digérer, ils nous permettent d'éduquer notre système immunitaire et ils nous protègent aussi par rapport aux bactéries agressives et aux champignons agressifs. Quand on a une anomalie du microbiote, quand notre microbiote perd ses compétences, eh bien, ça va permettre, ça va autoriser le développement de bactéries et de champignons pathogènes et ça va déréguler notre immunité. Et pareil, si on a une dysrégulation immunitaire, si on a une perte de nos barrières, puisque on sait que dans le Covid, on va avoir des lésions au niveau des épithéliums, eh bien, ça va favoriser cette dysbiose et ça va favoriser la présence de germes anormaux et ça va aggraver la dérégulation de notre système immunitaire. Et je vous rappelle que dans les formes critiques, dans les formes de réanimation, on a vu des infections graves et des infections graves à champignons particulièrement, et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des espèces mycosiques qui étaient surreprésentées dans le microbiote des patients Covid-19 graves. Donc, si on parle de maladies de système, je pense qu'on parle essentiellement de maladies du système immunitaire. Et dans ce cadre, est-ce qu'on va plus loin que cette exacerbation? Eh bien, il semblerait qu'on peut avoir des réactions auto-immunes dans la COVID, entre autres à cause d'un certain mimétisme moléculaire. Il y aurait des molécules, des épitopes du virus qui ressembleraient à nos épitopes. Et je vous rappelle que dans le variant Omicron qui est notre principale source d'inquiétude actuellement, ce variant va exprimer non seulement certains épitopes du rhinovirus, mais aussi certains épitopes humains dans ces mutations. Et cette façon de faire fait que ça peut protéger d'une part le virus, mais ça peut aussi provoquer la production d'auto-anticorps. Et on a retrouvé effectivement des auto-anticorps chez les patients infectés et on a remarqué que chez certains patients, il y avait des maladies auto-immunes de nouveau qui apparaissaient après guérison de la maladie, comme des cas de lupus. Alors, ces auto-anticorps, ceux qui ont été le plus décrits, ce sont des auto-anticorps de type anticoagulant, de type lupique, donc les anticorps antiphospholipides, qui sont incriminés dans les troubles de la coagulation. Et on les a identifiés chez de nombreux patients sévères, ça peut aller jusqu'à 40% des patients, et c'est associé à une augmentation du temps de prothrombine et à une augmentation du nombre total de thromboses. En fait, cet anticoagulant est décrit dans d'autres maladies virales, mais il n'a jamais été décrit de façon aussi fréquente et classiquement, il devrait disparaître après l'infection. D'autres auto-anticorps aussi ont été rapportés, comme dans les manifestations neurologiques. Vous savez qu'il y a eu plusieurs cas de Guillain-Barré qui ont été décrits au cours des anémies hémolytiques, qu'on a vu tout à l'heure, comme les agglutinines froides, et dans certaines pneumonies graves. Au-delà de cette phase aiguë, mais avant de rentrer dans la phase de Covid long, il y a l'intermédiaire qui est le syndrome inflammatoire multisystémique, qui a d'abord été décrit chez l'enfant et qui ressemble à une maladie qui est connue chez l'enfant et qui est la maladie de Kawasaki, mais il a aussi été décrit chez l'adulte. Il est quand même beaucoup plus fréquent chez l'enfant et c'est là, alors là, vraiment de façon évidente, une maladie de système, une maladie multisystémique, puisqu'on va avoir de très nombreux symptômes, qu'on va avoir éventuellement des complications cardiaques et que ça apparaît à distance de l'infection. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les enfants vont développer des lésions cutanées
ils vont avoir des plaques érythémateuses, ils vont avoir des œdèmes au niveau des doigts qui vont desquamer, ils vont avoir des lèvres qui sont gonflées et rouges avec aussi une langue qui est framboisée, les yeux rouges et une fièvre, une altération importante de l'état général. Et les complications les plus inquiétantes sont l'atteinte pulmonaire avec une hypoxémie, mais aussi et surtout le développement d'anomalies cardiaques avec classiquement des anévrismes coronariens, mais on peut avoir aussi d'autres anomalies et des myocardites. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une maladie de système où on ne va pas retrouver le virus. C'est vraiment rare que la PCR soit positive. Par contre, on va avoir des tests sérologiques, souvent qui sont positifs, et on va retrouver une exposition au Covid dans les 4 à 6 semaines précédentes. Donc là, c'est une réaction de l'organisme au niveau de multiples organes, c'est une réaction multisystémique, comme le nom le dit bien, et c'est vraiment typique du Covid. Et vous voyez ici, sur cette diapositive, sont affichés les critères nécessaires au diagnostic du CDC, avec on doit avoir non seulement ces signes cliniques, mais aussi la preuve d'une exposition, donc soit un parent qui a été exposé dans les semaines précédentes, soit une sérologie positive. Et enfin, quand on a passé cette phase aiguë, cette phase retardée du syndrome d'inflammation multisystémique, on se retrouve au Covid long. Donc, les manifestations qui apparaissent jusqu'à 3 mois, qu'on va découvrir, qui sont persistantes à 3 mois. Et là, on voit que, là aussi, ce sont nos patients. À 3 mois, 72 patients des patients sévères sont encore symptomatiques d'une façon ou d'une autre. Et ce qui est frappant, c'est surtout la diversité des symptômes. Si la dyspnée d'effort et la fatigue sont les signes les plus constants, on va aussi retrouver des signes neurologiques avec des troubles mnésiques. On va avoir une dysgeusie, on va avoir des céphalées, des dépressions, des myalgies, une arthralgie. Beaucoup de signes qui, heureusement, vont beaucoup s'amender avec le temps, mais qui sont quand même extrêmement gênants pour le patient. Et ce dont ils se plaignent souvent, c'est des choses assez étonnantes comme des chutes de cheveux. Même les messieurs se sont beaucoup plaints des chutes de cheveux. C'est quelque chose qui les perturbe beaucoup. Donc, ces manifestations, clairement, ne vont pas s'arrêter au niveau respiratoire, mais elles vont coller ou déborder sur les manifestations qu'on avait eues en phase aiguë. La fréquence des anomalies là, est retrouvée dans la littérature. C'est la même série que tout à l'heure, donc cette série italienne. Sur le plan clinique, on a une fatigue et une dyspnée, là aussi, comme celle qu'on a vue chez nos patients. Mais on va avoir aussi sur le plan psychologique un stress post-traumatique. Là, vous voyez quand même 30% des patients. Une altération de la DLCO, des dédimères élevés qui vont rester élevés longtemps et donc il ne faut pas les surveiller, ça ne sert à rien, on sait qu'ils vont rester élevés, des LDH qui peuvent être élevés et des troubles aussi au niveau thyroïdien. Et dans leur série, donc il y a une série de patients qui étaient pris en charge en infectiologie. Vous voyez que 50% des patients ont eu besoin d'être référés à au moins une consultation spécialisée, dont 37% en pneumologie. Donc, le Covid long s'accompagne d'un syndrome post-viral qui a été décrit déjà dans d'autres épidémies virales. Dans d'autres épidémies à coronavirus, les épidémies précédentes, mais aussi avec le chikungunya ou avec Ebola, où on a là aussi des manifestations qui sont multisystémiques et qui ont été responsables d'un handicap important. Cette atteinte donc, est souvent cardiovasculaire et pulmonaire, mais elle peut être multiorganique. Et je vous rappelle qu'au niveau pulmonaire, on a heureusement rarement une évolution possible vers la fibrose. Je voudrais juste vous dire un mot de l'intolérance à l'orthostatisme, ce qui est responsable de ce dont se plaignent les patients, qui sont les palpitations. Et en fait, c'est
parce que quand ils se mettent debout, ils vont avoir une hypotension et de là va être relargué de l'adrénaline de façon excessive. Donc, on pense qu'il y a un déséquilibre du système nerveux autonome. Donc, ce relargage d'adrénaline important va faire qu'il va y avoir une tachycardie et elle va être responsable de palpitations, de sensations de dyspnée et de douleurs thoraciques. Et cette anomalie de relargage de l'adrénaline va être exacerbée par l'hypovolémie, le déconditionnement à l'effort. Et c'est pour ça qu'il faudrait que nos patients reprennent progressivement une vie normale et qu'on leur propose une réhabilitation. Après, il y a quand même quelque chose d'un peu perturbant, qui est cette étude française, mais qui n'a pas été conduite par des pneumologues, et qui a regardé l'association des différents symptômes de Covid long avec la présence d'une sérologie positive, et qui donc était là pour prouver le fait que les patients avaient vraiment eu le Covid, ou le fait que le patient pensait avoir eu le Covid, et donc qui est la croyance. Eh bien, en dehors de l'anosmie, qui elle est fortement corrélée au fait d'avoir eu vraiment le Covid, tous les autres symptômes sont retrouvés de façon équivalente qu'on ait eu le Covid ou pas, si on pense qu'on a eu le Covid. Et donc là, la question n'est pas que les gens tout se passe dans la tête, la question n'est pas là, mais la question est, il faut chercher ailleurs. Ne pas tout mettre sur le Covid, on peut avoir d'autres diagnostics qui vont émerger au vu de ces manifestations. Alors, pour finir, je vous donne des nouvelles de notre patient de tout à l'heure. Donc, c'est Ali. Il est à plus de 6 mois maintenant de son évolution. Vous voyez qu'il garde quelques anomalies au niveau de l'imagerie, mais par contre, sa dyspnée d'effort a disparu progressivement. Il a eu droit à 6 semaines de réhabilitation parce qu'à 3 mois, il était encore symptomatique, que ça le gênait. Actuellement, il n'a pas du tout de symptômes. Il a repris une activité normale et on l'a vacciné pour qu'il ne refausse pas de Covid. Je vous remercie de votre écoute et je voudrais remercier tous ceux qui ont pris en charge le Covid, tous les cosmonautes, puisque nous étions tous emmitouflés et que tous ceux qui prennent en charge les patients sont encore emmitouflés. Je voudrais remercier les patients pour leur confiance parce qu'ils nous font confiance alors qu'on ne cesse pas d'apprendre tous les jours et qu'on a certainement encore beaucoup à apprendre de cette pathologie. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous ont soutenus parce que pour nous, c'était un petit peu compliqué. Je vous remercie. Merci beaucoup Agnès, c'était très très bien. Tu nous as fait un topo de physiopathologie actualisé, tout à fait intéressant. Simplement, avant de passer la parole à ceux qui nous écoutent, tu as terminé en remerciant les patients. Je crois que tu as tout à fait raison. J'ajouterais simplement que on n'a pas assez impliqué les patients, enfin la population au sens large. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'incompréhension, c'est bien logique parce que c'est compliqué, ça évolue de jour en jour, ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas demain, mais peut-être qu'il aurait fallu réfléchir un peu plus à la participation des patients dans cette affaire. Enfin, quand je dis des patients, de la population au sens large. Mais c'est un autre débat. Alors, la discussion est ouverte. Qui veut intervenir? Alors, je peux peut-être commencer. C'est surprenant, effectivement. Je me souviens, Bruno Crestani était intervenu pour nous faire un exposé sur le Covid long, il y a de ça 1 an à peu près. Et à l'époque, on redoutait beaucoup tous les problèmes de pathologie interstitielle. Or, en fait, on s'est aperçu que ça disparaissait dans beaucoup de cas, finalement. Alors, est-ce que c'est ton sentiment à Tunis? Est-ce que tu as la même constatation? Tout à fait. Tout à fait. On a remarqué que les patients, bon, il y en avait beaucoup qui étaient encore fatigués, qui avaient encore des images à 3 mois. Nous avons fait de façon systématique une surveillance EFR à 3 mois.
et par scanner. Et pour ceux qui gardaient encore des anomalies, on l'a refaite à 6 mois. Et à 6 mois, la majorité des anomalies avaient disparu. Et nos patients, pour la très grande majorité, se portent bien. Et ce qui nous a un petit peu embêtés, tu sais qu'à un moment, il y avait une recommandation de tenter une corticothérapie. Euh, Nos patients qui étaient déjà suivis en ville pour des problèmes respiratoires et qui arrivaient avec encore des lésions ont souvent eu une corticothérapie assez précoce, à 1 mois, 2 mois. Eh bien, ce sont eux qui ont gardé le plus de séquelles, en fait. Et ça, c'est un peu perturbant parce que ça voudrait dire, et en fait, c'est cohérent. On se dit une maladie virale, à un moment, il faut arrêter d'immunosupprimer les gens, il faut laisser, le système immunitaire qui s'est calmé faire son travail. Parce que ceux qui ont gardé le plus de séquelles, ce sont ceux qui étaient sous corticoïdes. Et au long cours, hein, pas ceux qui ont eu la corticothérapie courte de la phase aiguë, mais ceux qui ont été mis sous corticothérapie au long cours ont gardé le plus de séquelles. C'est vraiment une constatation qu'on a eue, qu'on a faite. Et ceux qui... C'est une constatation générale. Tu as déjà vu Oui, ceci oui. écrit? Si tu vois la bibliographie, tout le monde dit qu'en fait, il ne faut pas monter les doses de corticothérapie, même en phase aiguë, et qu'il ne faut pas prolonger la corticothérapie. D'accord. Ce qu'on voit aussi, c'est par contre ceux qui avaient déjà une fibrose préexistante, eux, ils sont à risque de s'aggraver par la Covid. Là, parce que ça donne un coup de fouet. Donc ça, c'est ce qu'on a vu et c'est ce que dit aussi la bibliographie. Et ce qui va un peu dans le sens de ce que je disais, c'est que les formes les plus sévères dans les maladies rhumatologiques ont été observées chez les patients qui étaient sous corticoïdes, mais pas chez les patients qui étaient sous biothérapie. Donc tout ça, ça fait que je pense qu'il faut qu'on est impatient de voir les résultats des essais cliniques sur les antifibrosants, sur les corticoïdes au long cours, pour voir si vraiment il faut continuer à proposer, comme certains le font, une corticothérapie chez les patients qui sont pas guéris à 3 mois, alors qu'on sait que spontanément, il y a beaucoup, beaucoup d'entre eux qui vont s'arranger. D'accord. Je vois une main levée. Je n'arrive pas à identifier de qui il s'agit. Voulez-vous brancher votre micro? C'est vrai, oui. C'est bon maintenant? C'est bon? C'est bon. Bon. Oui. C'est Yousser, bonsoir. Comment Ah, allez-vous? bonsoir Salut, Yousser. comment Bon, tout le vas-tu? monde, je suis contente de vous voir tous. En Syrie, c'est le corona à la maison, c'est-à-dire l'oxygène à domicile. Les hôpitaux n'arrivent pas à suivre et ça marche très bien. On a des centaines de malades qui ont une bouteille d'oxygène à domicile et qui ont une saturation à 80 qu'on fait gérer et qui guérissent. Donc, peut-être qu'il y a aussi un facteur, je ne sais pas, climatique, un facteur, je ne sais pas, mais ça marche. Mais je voudrais demander à Agnès, quelle est ton idée de l'hypoxie silencieuse, silent hypoxia, c'est-à-dire que les malades qui ont le Covid, qui ont en réalité l'oxygène qui diminue, la saturation qui diminue d'une manière grave et qui ne se sentent pas dyspnéiques. Donc, qui pose quand même un problème. Une bonne Donc, question. qu'il faut quand même, chacun qui a le Covid a un oxymètre à la maison pour surveiller s'il va à un moment donné désaturer pour agir. Qu'est-ce que tu en penses et quelle est ton expérience? Absolument, oui, oui, c'est assez étonnant. La sensation de dyspnée est vraiment différente selon les patients. Et il semblerait que cette hypoxie silencieuse, ce soit un dérèglement des centres respiratoires qui fait que le système, puisque tu sais que nous, on est dyspnéique parce que quand on est hypoxique, on se met à hyperventiler.
Donc, c'est comme ça qu'on ressent notre hypoxie et que chez certains patients, il y a un dérèglement des centres respiratoires qui fait qu'ils ne répondent pas par une hyperventilation, ils ne sont pas gênés, ils n'ont pas de tachycardie qui fasse déclencher. Et donc, ça serait plutôt un problème neurologique de dérégulation. Et c'est évident, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut toujours rechercher l'hypoxie, même si les patients ne s'en plaignent pas. Oui, tout à fait. Il y a aussi le fait qu'il y a des microtrombies partout, donc le rapport ventilation-perfusion qui est perturbé, mais que le malade est assis. Donc, il y a comme vous dites, c'est central, mais c'est aussi quelque chose au niveau des poumons. Il y a quelque chose au niveau des changements histopathologiques au niveau des poumons qui ne sont pas encore clairs. C'est en cours d'étude, c'est pas encore clair. Ils disent qu'il y a des trombies, alors c'est ventilé et non pas perfusé, mais enfin, ça n'a pas de sens. C'est en cours, si vous voulez, en cours d'étude, cette question-là. Comme vous dites, c'est surtout central, mais ça ne suffit pas. Enfin, pratiquement, il faut surveiller s'il y a une hypoxie, c'est ça. C'est le message à retenir. Merci. Après Damas, il y a une question à Bouaké. Chantal. Merci, professeur. On t'entend bien. Vraiment, je remercie le professeur Abzaoui pour cette très intéressante et enrichissante présentation. Bon, moi, je suis microbio, donc je suis familière des différentes complications. Je sais seulement ce qu'on nous dit. Je ne vis pas au quotidien avec ces complications. Donc, ma préoccupation, c'est par rapport à la vaccination. Est-ce que par rapport à quoi? On n'a pas entendu. Par rapport à la vaccination. Ah, d'accord. Les patients vaccinés et non vaccinés, quelles sont les complications pulmonaires majeures qu'on observe dans ces différents groupes? Ça me préoccupe parce que l'un des arguments pour ceux les anti-vaccins, que dans tous les cas, vaccinés ou pas, on va faire la maladie. Mais si au niveau pulmonaire, c'est très grave aussi, ça peut permettre de convaincre. C'est pourquoi je pose cette question. Dans votre pratique au quotidien? Dans notre pratique, les patients qu'on a vus et qui étaient vaccinés, on en a vu très peu par rapport aux non-vaccinés déjà. Donc, ça veut dire que même s'ils attrapent la maladie, ils n'arrivent pas chez nous. Nous, on ne voyait que les malades hypoxiques, donc les malades qui ont une grosse atteinte pulmonaire. Donc, cette atteinte pulmonaire, on la voyait excessivement rarement chez les sujets vaccinés. Alors qu'on la voit de façon large chez les sujets non vaccinés. Et jusqu'à présent, en tout cas chez nous en Tunisie, où on est en train d'essayer de vacciner le maximum de personnes, et c'est ce que dit la littérature, les personnes non vaccinées continuent à faire les formes graves qu'on a vues d'habitude, alors que les personnes vaccinées, même quand elles font le Covid, dans la majorité des cas, elles restent à la maison et elles vont bien, et puis ce sont des formes légères. Donc, c'est indiscutable que le vaccin, jusqu'à présent, et pourtant, nous, on a eu le variant Delta, donc le plus agressif, le vaccin, ça protégeait très bien contre les formes graves. Merci, professeur. On espère simplement que ça va continuer parce que avec le Omicron, ce que l'on sait, il y a deux publications, l'une d'hier et l'autre de ce matin. Celle d'hier dit c'est 20 fois plus contagieux et ce sont des formes probablement beaucoup moins graves qu'avec le Delta. Oui. Les derniers chiffres, les chiffres de ce matin, il y a un préprint qui est sorti ce matin avec une nouvelle analyse des cas sud-africains et anglais. Ça n'est pas, enfin, que ce soit plus contagieux, personne ne discute, mais il semble tout de même qu'il y a des formes graves, peut-être moins importantes, mais
moins importante qu'avec le Delta, mais quand même relativement fréquente. En fait, je pense que ça, c'est ce que disent toujours les épidémiologistes, c'est que est-ce qu'il vaut mieux une forme très méchante mais peu contagieuse ou une forme très contagieuse mais peu méchante? En fait, c'est tout un rapport de chiffres parce que si le Omicron il se multiplie 40 fois plus, même s'il est 10%, enfin, qu'il touche 10 fois moins de personnes, au bout du compte, on aura, enfin, de façon sévère, on aura au bout du compte quand même 4 fois plus de formes 4 fois sévères. plus de formes sévères à Donc, l'hôpital. Oui, tout à fait. voilà. Donc, c'est toujours une question de statistiques. Maintenant, ce qu'on espère tous, c'est qu'on continue quand même à être protégé, que si on a beaucoup d'anticorps, c'est pour ça que tout le monde se précipite sur la 3e dose, en tout cas, nous, on l'a faite et en Europe aussi, en se disant que même si les anticorps ne sont pas très efficaces, si on en a beaucoup, et si on booste en même temps notre immunité T, ça va quand même marcher contre le Omicron. Donc, c'est ça toute l'idée. Ah ben, de toute façon, oui, ça c'est, je veux dire, c'est l'attitude pratique actuelle, c'est celle que l'on a actuellement, partout. Une autre question? Ah, mais je vois Denis Charpin. Oui, bonjour à tous. Je suis arrivé bien tard. Non, mais Bonjour, ça nous fait Denis. plaisir de le voir. J'ai eu une sorte d'urgence. Moi, je suis très impliqué dans la vaccination, mais par contre, je vois très peu de ces patients. Enfin, je vois quelques-uns à la vaccination, mais très peu de Covid long. Et par contre, j'avais assisté à un webinaire qui semblait dire que c'était une entité qui était indiscutable. Et donc, Agnès, c'est pas, tu nous as montré en terminant une étude qui sème le doute sur la réalité de la chose, mais quelle est ta conviction profonde? Je pense que ça existe, mais que ce n'est pas si fréquent que ça. C'est sûr que ça doit exister, c'est décrit dans d'autres pathologies virales, il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas. Mais, et moi, j'ai vu ça parmi les Covid longs, des gens qui sont tellement inquiets qu'ils vont Ils peut-être somatisent. pas majorer les symptômes, mais disons se focaliser. Quand on a la grippe, on est tous fatigués pendant quelques temps, mais bon, on se dit on a eu la grippe et on n'en a pas peur parce qu'on sait que la grippe va de toute façon nous fatigue et puis que ça va passer. Alors que quand on a eu le Covid, comme c'est une maladie qui est horrible sur le plan psychologique, les gens qui sont hospitalisés, ils pensent qu'ils vont mourir à l'hôpital. À chaque fois qu'ils sont à chaque hospitalisation, les gens ils pensent qu'ils vont mourir. Donc après, ils ont tout le temps peur. C'est des gens qui ont tout le temps peur et donc je pense qu'à chaque fois qu'ils ont quelque chose, ça devient vraiment quelque chose de grave. Et vous avez vu que le stress post-traumatique avait été identifié dans la série italienne quand même chez plus de 30% des patients. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Donc à part les manifestations cliniques qui sont de sévérité variable et dont certaines sont expliquées, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire sur le plan c'est pas de l'hystérie, c'est vraiment des gros problèmes d'anxiété qui restent chez ces patients et qui les traumatisent. Donc, je pense qu'il y a certainement une part de patients qui ont des signes organiques qui sont sévères, que la majorité, ce sont des signes organiques qui ont qu'on aurait pu voir avec d'autres maladies qui sont dues à la post-réa, des gens qui ont été hospitalisés, qui ont perdu du poids, qui ont fait une rhabdomyolyse. Donc tout ça, ça existe. Mais je pense que c'est aussi majoré par tout le contexte Covid et toute l'angoisse qu'il génère. Je ne sais pas si c'est le cas en Tunisie, mais la rumeur publique à propos des vaccins, des complications des vaccins, cette fois pas du Covid, mais des vaccins, ce sont les aménorrhées. C'est le gros problème à l'heure actuelle. Alors qu'il n'y a strictement rien de démontré. Je ne sais pas si c'est la même chose à Tunis, si c'est un bruit qui court partout.
Non, il y a d'autres bruits qui courent, mais pas celui-là. Enfin, mais les rumeurs, il y a le problème cardiaque, bien Ouais. sûr, tout le monde. Et puis, il y a l'histoire de oui, mais ça va modifier mon génome. Ça aussi, ça Ça, court oui, beaucoup. ça, oui. Alors, les Ça me donne donner dysménorrhées, le cancer. moi, je fais beaucoup de vaccinations et je vois beaucoup effectivement de femmes qui disent qu'elles ont des cycles très perturbés, très Ouais, longs, ouais. très irréguliers. Alors, c'est vraiment pas occasionnel, hein, c'est quelque chose qui revient fréquemment. Alors, est-ce Ouais. qu'elles se le disent de bouche à oreille et que le phénomène prend de l'ampleur? Bon, moi, j'ai pas d'explication non plus pour rendre compte de ce symptôme. En fait, je ne peux pas vraiment enfin, je peux vous rapporter les rumeurs, mais après, je ne sais pas, parce qu'on a une déclaration, nous, obligatoire des effets secondaires, mais j'imagine qu'il n'y a que les grands effets secondaires qui sont déclarés, ce genre de choses pas. Donc, ça serait effectivement intéressant de voir s'il y a des anomalies de ce type qui apparaissent. Mais ça n'apparaît pas dans le papier que tu nous as montré, le papier des internistes, là. Non, non, Hein? Il n'y en avait pas. non. Ça m'a pas frappé, en tout cas, je vais Non. revoir. Mais, Mais ceci dit, enfin, ce genre d'effet secondaire, on connaît ça avec les médicaments. Souvent, on n'entend pas parler pendant des mois, et puis subitement, ça apparaît, et tout le monde a le même symptôme. Et puis, il y a parfois une réalité, effectivement. Je rejoins un peu la réflexion de Denis. oui, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a certainement des choses organiques, puisque l'anosmie, elle est vraiment corrélée. Mais tout le reste, ça peut être dû à tellement de choses différentes que est-ce que c'est seulement le Covid long ou est-ce qu'il y a des interactions avec autre chose? Je pense qu'il doit y avoir une part de Covid long et d'autres pathologies associées, du stress post-traumatique, des maladies sous-jacentes. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de patients qui ont quand même des comorbidités. Donc, tout ça, je pense que tout ça, ça interagit, le déconditionnement, voilà. Tout à fait. Très bien. Eh bien, écoutez, eh bien, Agnès, ça fait 1 heure que nous sommes ensemble, à 2 minutes près. Écoute, s'il n'y a plus de questions, eh bien, un grand merci pour cet exposé extrêmement clair. J'ai appris énormément de choses sur la physiopathologie. Tu nous as remis tout ça au clair. On va donc mettre ta présentation sur le site, hein, qui est accessible par tous. Et un grand merci. Et puis en plus, dois-je le dire, on a un peu la primeur par rapport à la société, par rapport au congrès de la STMRA, n'est-ce pas? En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes. Oui, J'espère qu'on va être heureux. Il faut qu'on fasse la fête, qu'on soit heureux, qu'on fasse une provision de bonheur. tout à fait. Et on ira bientôt faire la fête à Tunis, Agnès. J'espère, ça nous fait très plaisir. À très On bientôt. ne manquera pas. Merci beaucoup et puis de bonnes fêtes à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.